J'imagine qu'il y a pas mal de questions. En fait, moi j'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, plutôt à Daniel, est-ce que la littérature pour jeunesse dispose suffisamment de moyens pour faire front aux logiques sexistes, quand on sait, je l'avais dit, que ces logiques viennent souvent des éditeurs, donc c'est commercial. Est-ce que, en d'autres mots, est-ce que la littérature pour jeunesse va rentrer en résistance? Votre question m'ennuie parce qu'elle m'amène à devoir rappeler que pour moi, il n'y a pas une littérature de jeunesse, il y a des littératures de jeunesse, et j'ai notamment expliqué qu'il y en a deux. Nous sommes avec un marché bipolaire, avec un marché totalement bipolarisé, entre, d'une part, des éditeurs qui font, je pense, de la littérature, et des gens qui font du commerce. Alors je crois qu'il faudrait d'abord que l'on dise que l'on ne parlera que des premiers. Et si l'on ne parle que des premiers, je pense que tout dépend comment vous comptez votre majorité. Si vous la comptez en termes de tirage, je ne pense pas. Et si vous la comptez en termes de représentation, notamment à travers les deux canaux que j'ai évoqués, eh bien je pense qu'en effet, cette littérature de qualité est majoritaire. Les canaux que j'ai évoqués, c'est l'école et c'est la bibliothèque. Alors, ce sont des enjeux fondamentaux aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, la formation des enseignants, la formation des bibliothécaires, c'est le seul instrument possible pour faire en sorte que d'abord cette littérature-là survive, mais aussi qu'elle puisse, en quelque sorte, proposer une image qui soit une image suffisamment audacieuse, suffisamment moderne et suffisamment respectueuse, justement, des questions de genre, comme nous les avons évoquées. Mais il faut qu'on la produise, qu'on puisse la produire, cette littérature. Ah, mais je crois qu'il y a nombre d'éditeurs ici présents qui en produisent, même si parfois, chez un même éditeur, on pourra dire qu'il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables. Mais c'est à nous de faire notre travail. Les critiques, les enseignants, les bibliothécaires, c'est à nous de lire avant de conseiller, avant de recommander la lecture. Et je crois que si nous faisons notre travail avec les yeux ouverts, comme nous essayons de le montrer aujourd'hui, je crois que ça peut, en effet, faire triompher finalement un certain type de livre par rapport à d'autres. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des auteurs dans la salle? Où se cache-t-il? Vous êtes auteur, madame? Oui? Je vais donner le micro. Ça me permet de vous poser une question, de réagir à ce qui a été dit. Est-ce que vous allez dans ce sens ou il y a des choses qui vous ont étonné? Vous pouvez vous présenter tout d'abord? Oui, bon. Voilà, je m'appelle Florence Ducato. Voilà, j'écris tant des albums pour les tout-petits que des romans pour adolescents. Et donc, ce qui a été dit ne m'étonne pas plus que ça. Je veux dire, je pense qu'on est vraiment dans une problématique qui est très, très claire pour nous et qui nous pose question, enfin en tout cas moi en tant qu'auteur, qui me pose chaque fois question. Quelle est la place effectivement que je donne à mon héros? Quel est le sexe aussi que je vais lui donner? Avec l'interrogation aussi plus intérieure, comment est-ce que moi en tant que femme, je me permets de décrire un personnage homme ou un personnage garçon? C'est aussi une interrogation que j'ai toujours quand je l'écris. Alors, j'ai eu très peu de pression parce que, bon, au niveau édition, il faut bien se rendre compte que si on veut parfois qu'un texte soit édité, il nous est parfois demandé aussi de modifier l'une ou l'autre chose. Alors, c'est aussi toujours à savoir, est-ce que je suis d'accord de faire ce genre d'exercice ou pas? Modifier sur les genres, pardonnez-moi, modifier voilà. Sur la question des genres. Alors, les modifications généralement, actuellement, enfin, vis-à-vis desquelles j'ai été confrontée, c'était soit des modifications au niveau de la religion, donc d'une question religieuse, des personnages, même pour les plus petits, dans les 7, 8, 9 ans, des personnages qui étaient liés soit à Dieu, soit à quelque chose, à Satan, des choses comme ça, sont des personnages dangereux
dont un éditeur se méfie très très fort parce qu'il n'a pas envie de prendre ce risque-là. Et j'ai effectivement une fois eu la question, mais c'était dans un autre cadre, au niveau d'un travail, c'était pas pour un texte à éditer publiquement, mais j'ai eu la question on m'a demandé, est-ce que vous voulez bien, vous avez fait un personnage fille, est-ce que vous voulez bien qu'on le transforme en personnage garçon? Alors bon, voilà, la question, et c'est ça parce qu'on n'en a pas vraiment parlé tout à fait de ça, c'est que c'était un texte qui allait être donné à tous les enfants d'un certain âge vis-à-vis des écoles, et que donc le problème, étant donné que les garçons ont plus de mal à accrocher à la lecture, la justification qui m'a été donnée était qu'il vaut mieux que ce soit un garçon en tant que héros, parce que les garçons qui ont plus de mal à lire vont s'identifier plus facilement et donc vont pouvoir rentrer dans le travail. Voilà. Alors je ne sais pas ce que vous pensez, ou si vous avez déjà entendu ce genre de choses, mais voilà. Voilà. Peut-être. Merci. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà entendu, et puisque vous évoquez conforte en fait le phénomène d'androcentrisme, pas seulement dans le monde scolaire, mais simplement dans le monde de la publication, de l'édition de manière générale. C'est-à-dire que les gens, en général, au-delà de ce que vous évoquez, imaginent qu'un héros pourra convenir à tout le monde. Dire que filles et garçons vont s'identifier au héros, alors que l'héroïne, ce serait un truc spécifique auquel seules les filles pourraient s'identifier. C'est faux, c'est totalement faux. On sait très bien qu'avec la même force, les processus de projection et d'identification fonctionnent avec un individu de son propre sexe plutôt que du sexe opposé, chez les filles comme chez les garçons. Mais je veux dire, ce que vous évoquez, alors là plus spécifiquement par rapport au monde scolaire, c'est effectivement, ça va avec le fait que toutes les recherches faites dans le monde de l'éducation mettent en évidence qu'on va plutôt utiliser les filles comme auxiliaires pédagogiques, on va placer une fille à côté d'un garçon si le volume sonore de la classe augmente, etc. Voilà. Est-ce que vous avez travaillé sur les albums illustrés pour enfants? Est-ce que vous avez travaillé aussi dans les classes, dans la bibliothèque, pour voir un petit peu comment se transmettait tout ça? Alors, donc les recherches scientifiques ont vraiment porté sur effectivement les albums illustrés de manière vraiment sur des échantillons larges, mais ont aussi porté sur la façon dont ce que les enfants aimeraient avoir accès. Et puis on avait fait une vaste enquête où en fait on demandait aux enfants donc dans les classes de la 2P, c'est-à-dire de 8 ans à 12 ans, ce que les enfants aimeraient avoir accès, le livre en fait qu'ils aimeraient lire. Et on voyait qu'effectivement il y avait un fort cloisonnement, les filles inventaient des histoires avec des héroïnes et les garçons inventaient des histoires avec des héros. Voilà. Daniel Delgrassi, est-ce que c'est un cliché ou pas? Vous allez me le dire. J'ai l'impression qu'il y a plus d'auteurs féminins dans la littérature pour jeunesse. Vous l'avez dit d'ailleurs. C'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai parfois été très surpris de lire sous la plume d'une auteure bien connue en littérature de jeunesse des passages où elle avait donc mis en scène un personnage masculin, ce qui est quand même une situation étonnante. Des passages tout à fait étonnants. Je ne vais pas m'étendre sur les détails, mais un roman qui commence avec une scène de plage où le héros qui s'exprime en jeu est un gamin et il explique qu'il ne peut pas se lever parce que la fille qui est là-bas un peu plus loin l'a tellement attiré que, mon Dieu, il n'ose plus se redresser à cause de ce qui se passe dans son maillot. Donc voilà, alors comment est-ce qu'une femme a pu se projeter comme ça dans un personnage masculin? Voilà, je me dis, c'est bien la preuve qu'on peut très bien passer d'un sexe à l'autre en termes de création littéraire. Ça, c'est valable pour tous les auteurs. Il me semble par contre que j'ai personnellement rencontré plus de difficultés à trouver crédibles des personnages féminins qui avaient été mis en scène par des hommes. Je pense
notamment un auteur vraiment qui est un des grands auteurs de l'école des loisirs, dont je ne citerai pas le nom, mais qui manifestement n'a jamais réussi à mettre en scène un personnage féminin crédible. On ne peut pas, on se dit, mais il n'a pas les clés, semble-t-il, pour le faire vivre. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais je rappelle que le monde de l'édition est un monde dans lequel vous fréquentez à plus de 80% des femmes dans le monde de l'édition jeunesse. Dans le monde des bibliothèques, c'est 90-95%. Dans le monde de l'enseignement, si on prend des matières comme le français, par exemple, dans le secondaire, les hommes sont vraiment maintenant une espèce en voie de disparition. Alors, on le voit d'ailleurs dans les cohortes d'étudiants qui sont à l'université dans des options comme les romanes ou les langues. C'est tout à fait évident. C'est de plus en plus. Et c'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus fort. Alors, je pense qu'on peut attendre de ces changements des évolutions tout à fait fondamentales, parce que je crois que ces acteurs-là, ces actrices-là, seront de plus en plus conscients de ces problèmes-là et vont faire des choix de prescription qui seront attentifs aux problèmes que nous avons soulevés. On peut regarder devant nous, il y a beaucoup plus de personnes féminines. Promenez-vous dans les allées du salon, faites un comptage, vous allez voir, c'est une majorité écrasante de la genre féminine. Il y a un monsieur qui a une question. Est-ce qu'on peut passer le micro ? Ouais, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, il y a plus de femmes que d'hommes dans le domaine de l'édition, mais ça va vraiment suivre un parallèle avec l'âge ciblé. C'est-à-dire qu'elles sont très, très largement majoritaires dans ce qui est destiné à un très jeune public. Et ensuite, plus l'âge ciblé augmente, plus la proportion d'hommes travaillant dans le domaine augmente également. Et c'est tout à fait parallèle au domaine de l'éducation, école enfantine, enfin petit degré, crèche, etc. C'est très majoritairement des femmes. Plus vous augmentez, vous passez dans le secondaire supérieur, puis on voit très clairement à l'université, plus le pourcentage d'hommes augmente. Monsieur dans la salle avec une question. Voilà, justement, je m'appelle Dominique Denier, je suis responsable de la bibliothèque communale de Saint-Jostono, à Bruxelles. Donc je voulais apporter mon témoignage, puisque nous avons créé, grâce à un partenariat avec le service de l'égalité des chances de la commune, nous avons créé une section particulière dans notre bibliothèque, un fonds spécial que nous avons appelé la bibliothèque en tout genre, et donc qui regroupe des livres documentaires pour adultes et pour enfants, mais également des livres récréatifs. Et donc on a une grosse section de livres de contes, entre autres. Et donc ce sont des livres qui abordent justement ce thème de la lutte contre les stéréotypes. Donc on parle de contes où nous avons des héroïnes, donc pas simplement des livres où on aborde les rôles respectifs des parents, mais simplement des histoires où les filles ont des rôles qui ne sont pas passifs comme c'était le cas très souvent. Et donc ces livres sont lus systématiquement lors des heures du conte que nous donnons dans les crèches de la commune. Et donc nous avons un fonds de à peu près 350 livres. Bon, ce n'est qu'un début. Le fonds a été créé l'année dernière. Et donc nous comptons l'enrichir chaque année. Et donc ce fonds est visible en fait parce qu'on peut isoler les références de tous ces ouvrages dans le catalogue collectif bruxellois. Et éventuellement, ces livres sont donc à disposition d'associations qui voudraient les présenter lors de différentes animations. C'est quelque chose de typique, si je puis dire, chez vous ou oui, apparemment, nous sommes la seule bibliothèque pour l'instant à posséder un fonds spécial, en tout cas identifié comme tel. On revient à la question des prescripteurs, Daniel Delbrassi, parce que les libraires ne vont peut-être pas faire ce travail-là. Si les bibliothécaires peuvent le faire, on a parlé des enseignants, mais si les bibliothécaires peuvent le faire, c'est plutôt pas mal. Hein. Je pense que chacun à sa place joue son rôle et ça peut fonctionner. Et sur le plan des librairies, on a la même dichotomie, le même écart avec cette bipolarisation que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez des libraires qui font un travail de libraire véritablement, et puis vous avez des gens qui vendent des caisses de livres. Enfin, des caisses avec des livres dedans. C'est ça, c'est pas la même chose. Je crois qu'il faut pouvoir le dire, le savoir, et se rendre compte que c'est pas nécessairement le même métier, mais donc forcément on ne va pas trouver des côtés
la même attention, la même préoccupation pour justement ce que nous avons abordé ce matin. Alors, on a entendu un auteur, un bibliothécaire. Je voudrais qu'on entende un éditeur. Je sais qu'il y a un certain monsieur Demolenard dans la salle. Voilà. Peut-être prendre... Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous donner le nom de votre maison d'édition? Je suis le patron des éditions Mijade. En fait, je remplace Muriel Molland qui devait être présente mais qui est indisposée. Je vous rappelle l'exception parce qu'au départ, moi, je suis plutôt éditeur d'albums. D'albums illustrés. D'albums illustrés. Ce qui n'est pas forcément un avantage d'être un homme justement dans ce milieu féminin parce qu'au départ, on se demandait un peu ce que je voulais faire là-dedans. Vous êtes le seul homme chez Mijade? Je suis le seul homme, oui, mais ce sont des éditrices qui m'ont rejoint. Donc, vous savez, on a hérité un peu des collections jeunesse, Mémoire et Zoji. Et l'éditrice a suivi. Pour revenir un peu à ce que je n'ai pas assisté à la conférence, malheureusement. Bon, Mijade n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un éditeur militant, je suis comme elle le reconnaît. Enfin, nous, on estime que chaque livre peut être un progrès ou un avancement pour quelqu'un, pour un type de personne. Alors, ça me dérange un peu les discours des vrais libraires. Moi, j'étais libraire pendant pas mal d'années, en dessinant pour la jeunesse. Et je pense que ce qui est important, c'est que les gens découvrent quelque chose d'un peu nouveau par rapport à ce qu'ils connaissent. Et que pour quelqu'un qui ne connaît que les Martines, c'est important de découvrir Gabriel Vincent, et pour ceux qui connaissent Gabriel Vincent, Claude Dubois, de découvrir ce Talef. Je crois que le travail de libraire est très important. C'est vrai que la tendance actuelle de vouloir à tout prix défendre un livre très difficile finit par aussi détourner beaucoup de personnes qui n'ont pas l'information, ou disons la culture, à finalement retourner dans la grande surface, acheter le pingouin chez Nathan. Donc voilà, moi je pense qu'il faut quand même être très prudent dans ce genre de... déjà au départ, la collection Zoji, c'était un peu des livres en miroir. On essaie maintenant d'aller vers une activité, une production professionnelle un peu plus littéraire. Si quelqu'un a une question. Mettez bien le micro devant la bouche. Si quelqu'un a une question. Mais tant qu'on vous a, si je puis dire, vous êtes éditeur, donc je voudrais qu'on revienne un peu sur ce travail d'éditeur chez Mijade, par exemple, par rapport à ce que disait Anne Dafon-Neuvelle tout à l'heure. Est-ce que quand vous recevez des dessins, puisqu'il s'agit d'illustrer, vous avez ce souci de la différenciation des gens, du respect des gens, de ne pas tomber dans les clichés? Je dirais pas vraiment. L'occasion s'est rarement présentée, je pense, où on avait un tel conflit. Pour l'album, en tout cas, me semble-t-il. Et pour le roman, vu qu'au départ, on était orienté vers le milieu scolaire, mais on laisse venir, on ne commande pas, par exemple, de titres sur des sujets précis. Peut-être que l'auteur dirait que moi je les ai censurés, mais on a parfois... Vous refusez parfois des textes à côté de ça au niveau sur cette question-là? Au niveau des romans, on accepte, on refuse, on ne fait pas retravailler, recorriger. Et c'est fréquent? Non, c'est très rare. Petite réaction peut-être, Anne Dafon-Neuvelle. Est-ce que les choses, les illustrations que vous avez montrées, c'est quand même des albums qu'on connaissait, moi quand j'étais jeune, je sais qu'ils sont encore publiés maintenant, mais est-ce que les choses ont quand même tendance à évoluer? Est-ce que vous sentez, par exemple, chez les éditeurs, une attention plus fine à cette problématique? Ça, franchement, oui. Non. Non. Alors, non, je vais dire plusieurs choses par rapport à ça. Donc là, les images, effectivement, pouvaient être sélectionnées de corpus relativement anciens, mais donc les recherches sont aussi basées vraiment sur la publication récente. Quand j'ai vraiment aussi fait plusieurs recherches dans le domaine, et quand j'ai fini ces recherches, que les résultats ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, donc ce qui accréditait du sérieux de la recherche, eh bien j'ai envoyé les comptes rendus de ces recherches aux principales maisons d'édition concernées. Il y en avait une petite vingtaine. Simplement pour leur signaler ce fait-là, avec aussi en filigrane l'idée de dire si elles pouvaient prendre conscience de ce phénomène, après tout, ce serait pas mal. Eh bien, je n'ai reçu
aucun accusé de réception de aucune de ces maisons d'édition. Et puis les dialogues que j'ai pu avoir, pas beaucoup, hein, parce que moi je suis issue du milieu scientifique, hein, je ne suis pas du tout issue du milieu du livre, mais les dialogues que j'ai pu nouer avec certaines maisons d'édition m'ont bien permis de prendre conscience que ce milieu en termes marketing marche. À partir du moment où ça marche, pourquoi changer les choses? Moi, c'est quelque chose qu'effectivement, d'un point de vue commercial, je comprends très bien. Donc c'est pour ça que en Suisse romande, il y a eu cette idée justement de visibiliser un certain type d'album, mais aussi avec en filigrane l'idée de conscientiser le public, parce que M. Delbracine a parlé des enseignants, en fait, d'enseignants et enseignantes, mais je pense qu'il y a aussi les parents et tout le reste du public qui achète des albums illustrés et qui effectivement n'est pas rendu conscient, que ce soit en termes qualitatifs comme vous l'évoquiez, ou bien que ce soit en termes stéréotypes de genre. C'est vrai que les éditeurs doivent vendre d'abord, même chez Mijard, tu vois. C'est bien le micro dans la bouche. Je ne me sens pas. Non, je ne sais pas si vous l'avez envoyé chez nous. Nous, on travaille. Je pense que quand on parle de séries, pour filles, tout ça, ça concerne vraiment les grosses maisons d'édition qui ont des collections. Donc, nous, chez Mijat, la question ne se pose pas. Par principe, on ne fait pas de séries, donc on ne va pas rentrer dans ce genre de concept. Mais ça reste un tabou. Daniel Delbracine, on sent quand même que c'est des questions que les choses ne sont pas vidées. Hein. Vous voulez dire le rôle des éditeurs? Oui, non, la question de genre dans le monde de l'édition. Mais je pense qu'il ne faudrait pas se tromper de combat. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on essaie de promotionner la littérature pour la jeunesse. On essaie d'en faire finalement la promotion auprès des enseignants, des bibliothécaires, des parents, des jeunes lecteurs, etc. Et il ne faudrait pas, à un moment donné, parce que dans cette littérature, on peut trouver un grand nombre d'œuvres, c'est vrai, qui prêtent à critique du point de vue des stéréotypes de genre, il ne faudrait pas jeter tout par la fenêtre. Vous voyez ? Je crois qu'il faut faire dans le domaine, justement, un travail de formation, un travail d'information, un travail de critique, un travail de prescription, qui va faire en sorte que, finalement, on va réduire ce problème à des séries contre lesquelles on ne peut rien, parce qu'on n'est pas dans le domaine de l'édition, on est dans le domaine du commerce pur. C'est ce que vous avez dit, le non-rejet par rapport à l'exemple espagnol au début de votre intervention. Il ne fallait pas rejeter en bloc. Mais les contes, par exemple, si vous allez chez un éditeur ou un libraire, il va vous dire que c'est probablement un des supports les plus vendus. Non, je veux dire, c'est un des genres les plus vendeurs. Et donc là, évidemment, on peut faire des choses extraordinaires. On pourrait faire un cours universitaire pendant un an, rien que sur le graphisme des versions de contes, et faire presque une histoire de l'art à travers l'illustration des contes. Et d'un autre côté, vous pouvez aller le voir, vous allez trouver ça sans problème aussi, vous allez trouver n'importe quoi en termes d'illustration du conte. Voilà un exemple. Même chose en termes de texte. Vous allez pouvoir trouver des éditions de contes qui sont des éditions de qualité. Vous allez pouvoir trouver des versions détournées, des versions inversées, des choses qui sont littérairement travaillées. Et puis vous pourrez trouver des versions édulcorées, massacrées. Et on a eu ça d'ailleurs aussi avec les classiques du roman. Prenez un roman comme Robinson Crusoe. Bon, et on le considère souvent comme un roman pour la jeunesse. Pas tort, parce qu'il ne l'était pas au départ. Et on en a donné des versions jeunesse pendant très longtemps qui étaient de véritables catastrophes littéraires. Pourquoi ? Ça se vendait. Et tant que ça s'est vendu, eh bien, je crois qu'on doit bien se rendre compte que dans une maison d'édition, il y a à la fois des gens préoccupés de la littérature et des gens préoccupés de l'entreprise, parce que ce sont des entreprises. Alors il faut faire en sorte que les uns parviennent à parler aux autres en faisant des choix qui les favorisent. Alors, il y a un secteur dont on n'a pas encore beaucoup parlé, c'est l'enseignement.
quand il de ceci est important également. Est-ce qu'il y a un enseignant dans la classe, dans la salle qui voudrait intervenir peut-être? Est-ce qu'il y a des enseignants ici? Madame, peut-être 2-3 questions à vous poser. Vous pouvez me passer le micro? Vous pouvez passer le micro derrière? Voilà. Bonjour madame, je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Oui, je m'appelle Catherine Jaminon, je travaille à la Haute École de Charlemagne à Liège. Et ici, je suis avec tout un groupe d'étudiants justement qui sont de futures régions littéraires. Donc voilà, c'est leur domaine. Donc ici, moi, j'ai fait le choix avec eux, que ce soit eux qui puissent poser des questions et s'informer ou donner leur avis sur différentes choses. Donc je vais tout de suite passer la parole à un ou une de mes étudiantes parce que les étudiants masculins sont là aussi. Donc il y en a, il y en a. Donc voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais demander si ce serait envisageable, par exemple, dans un roman, d'avoir un héros asexuel. Donc, qu'on parlerait tout le temps lui à la première personne et qu'on ne dirait jamais si c'est soit une fille, soit un garçon. Quel en serait l'impact? C'est une belle question pour un auteur, ça je n'ai pas de réponse avec un titre, mais je peux vous dire que c'est quelque chose qui a été tenté. Donc, certains auteurs ont cherché à donner une histoire à travers laquelle on ne trouve pas de... Comment dire? Mais c'est littéralement, et même du point de vue de l'écriture, c'est extrêmement difficile. Puisque nous sommes en français dans une langue où il y a deux genres, le masculin et le féminin, avec des accords. Et donc, immanquablement, on a des moments où on va, en quelque sorte, devoir choisir. Vous voyez? Il faudrait idéalement une langue avec un neutre et avec un personnage qu'on pourrait qualifier, situer là. Bon, mais je ne pense pas que même en allemand, où ils ont un genre neutre et où ça pourrait s'imaginer, je ne vois pas comment on pourrait le faire. Donc, je travaille, je suis auteur jeunesse, donc je travaille pour les petits et pour les grands. Et on est justement en train de travailler sur un 3e album d'une série qui s'appelle Petit Ours et Léontine, où il y a énormément la question du petit gars, du côté masculin et du côté féminin. Et on s'est posé cette question-là vis-à-vis du 3e album, c'est-à-dire que les deux héros sont confrontés à une situation angoissante et on ne voulait pas que dans les répliques des héros, on puisse savoir d'une certaine façon qui avait le plus peur dans la situation. Et donc au niveau des dialogues, j'ai fait tout un travail pour que effectivement l'enfant qui allait lire l'album puisse lui-même décider de quel était le héros qui disait telle ou telle réplique. Et donc les répliques sont tout à fait inversées. On peut les inverser complètement à ce niveau-là. Mais c'est clair qu'il y a un travail difficile au niveau de l'écriture, qu'il y a vraiment quelque chose de voulu, de décider, d'assumer et qu'on doit arriver à traduire au niveau de l'écriture. Donc on y pense. Oui. Un petit mot. Ce que je voulais juste dire, c'est qu'effectivement, dans le cadre d'un projet qui avait eu lieu à l'Université de Genève, il y avait un album, je ne me souviens plus du titre, mais il y a un album jeunesse, effectivement, qui est écrit de façon androgyne, j'ai envie de dire, où jusqu'à la fin, on ne sait pas si le personnage principal est un garçon ou une fille. Et donc, ça a été... on a demandé à un groupe d'écoliers et écolières de lire l'album. Enfin, c'est pas un album, un roman jeunesse. Et on s'est vraiment rendu compte que pour les jeunes, c'est pas possible que ça reste neutre. Ils vont automatiquement y projeter un sexe sur le personnage, en se basant justement sur des indices, ce que fait le personnage, etc. Voilà. Voilà, merci Anne. Un autre élève peut-être? Oui, tu peux passer le micro. Vas-y, on t'écoute. Tu t'appelles comment? Jordan. Jordan. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est... Ouais, d'accord. Là, c'est bon? D'accord. Pensez-vous que les stéréotypes et clichés sont-ils introduits de manière consciente ou plutôt inconsciente dans la littérature de jeunesse de la part des auteurs? Réponse d'Anne.
Non, je pense vraiment qu'il y a une large part d'inconscient. Je suis pas du tout en train de dire que les hommes et les femmes qui écrivent des histoires, qui font les illustrations de ces albums, souhaitent volontairement discriminer un sexe par rapport à l'autre. Je pense qu'il y a une très large part, effectivement, d'inconscient et de reproduction de ce qu'on a soi-même vécu durant sa propre socialisation. C'est pour ça que c'est important à un moment donné de mettre le doigt dessus et de conscientiser les gens autour de cette question du genre pour que justement ils ne continuent pas de reproduire ce à quoi eux-mêmes ont été confrontés. Voilà, encore peut-être une dernière réaction d'un élève et puis on aura Jeanne HB qui est avec nous, une réaction par rapport au débat. Moi c'est Laura et je me demandais pourquoi la réalité dans les albums n'est pas toujours représentée en fait. Si vous savez les réponses, quoi. Alors, je vais vous dire, c'est une excellente question. J'adorerais avoir la réponse. Parce que ce que je trouve absolument impressionnant, et je pèse mes mots par rapport à ça, c'est de voir à quel point la vraie vie, en fait, la réalité du rôle de l'homme dans son évolution historique, sociologique, depuis les années 50 en passant par le courant des nouveaux pères des années 80, a été reprise, je dirais, avec un décalage de 10 à 20 ans dans les albums illustrés, alors que l'évolution sociologique du rôle de la mère n'a pas été reprise dans les albums illustrés. Alors ça peut être un côté choupinet, oui, effectivement c'est plus mignon de représenter maman à la maison que maman débordée en train d'aller travailler pour pas savoir où placer l'enfant, etc. Il se peut que ce soit quelque chose comme ça, mais je pense qu'effectivement, il y aurait encore beaucoup d'études à faire, mais quelque part, oui, vraiment d'un point de vue psychologique, au niveau des personnages, des personnes qui créent ces histoires, pour vraiment comprendre le fondement de l'histoire. Peut-être qu'on se projette dans le futur, peut-être dans 20 ans, les albums illustrés pour enfants dessineront des mamans dans les voitures. Alors, je ne sais pas, peut-être, on verra. Moi je trouve impressionnant de voir à quel point vraiment ce segment-là, donc l'album illustré, n'a pas suivi l'évolution sociologique du rôle de la femme. Alors que si vous faites des analyses de la pub, par exemple, des médias, etc., oui, ok, on a un décalage, mais pas un décalage aussi important. Et de voir aussi le décalage par rapport aux romans jeunesse, parce qu'on en parlait hier soir, dans les romans jeunesse, maman travaille, elle est même débordée, etc. C'est pas forcément une image très positive. Daniel. Le problème de toute littérature, c'est aussi la vraisemblance. Si vous n'êtes pas vraisemblable, le fonctionnement même de la fiction, ça ne va pas. Oui. Et donc, il est clair que ce soit dans un album, mais surtout dans un roman aussi, on va être obligé de, quelque part, quand même, refléter la réalité. Si on est trop décalé par rapport à la réalité, alors on entre dans de la science-fiction, on est dans quelque chose qui n'est plus dans les codes de ce que serait une littérature réaliste. Or, le roman pour ados est un roman particulièrement, réaliste. La tendance réaliste, il est très très forte. Et donc, je pense que c'est assez logique qu'il soit un reflet peut-être plus exact. Maintenant, il me semble, je ne suis pas spécialiste de l'album, mais il me semble tout de même qu'il y aurait peut-être un élément d'explication au fait que la relation enfant-maman soit aussi importante et en quelque sorte hypertrophiée dans les albums. Et que le rôle féminin, en tant que mère, soit hypertrophié. Je crois que ça peut s'expliquer. Il faut peut-être penser quelques secondes au lecteur à ce moment-là. Je crois que le lecteur, si on peut dire, parce qu'à cet âge-là on ne sait pas lire, mais le lecteur a sans doute envie et besoin d'une représentation, d'une relation qui est pour lui la relation fondamentale, essentielle. Et donc, le fait qu'on trouve des femmes dans des rôles extrêmement maternants, dans des albums pour enfants, des femmes dont la profession est laissée sous silence, et non pas des femmes qui sont exclues d'une profession, moi, ça ne m'étonne pas tellement. Maintenant, il ne faudrait pas non plus que ce soit les scories d'une vision de la femme qui serait bloquée dans son foyer. Vous voyez, je crois qu'il y a deux choses. Je crois que
c'est important de tenir compte du lecteur et de ce qu'on lui propose. Vu que Jeanne HB qui est avec nous ce matin réagisse par rapport à ça, peut-être passer le micro, c'est juste derrière. Bonjour, vous écrivez pour des tout petits enfants, voilà, le micro est là. Vous écrivez pour des tout petits enfants, donc effectivement les lecteurs, c'est ça que entre guillemets, c'est que les lecteurs, ce sont les parents, et souvent les mamans peut-être, justement, non? En plus. Jeanne HB. Je me suis sentie interpellée à plusieurs reprises, évidemment, depuis le début de cette intervention. D'abord, je voulais dire que j'ai fait cet exercice, ça me répond à l'étudiant qui a posé la question de savoir si on pouvait introduire un personnage neutre. Moi, c'est un tout petit, donc j'ai un petit personnage, effectivement, et rien que sur les quelques mots, puisque les livres, évidemment, qui s'adressent aux tout petits ne sont pas des avec 300 pages, j'ai déjà trouvé l'exercice difficile. Donc, effectivement, j'ai un petit personnage qui, sur une douzaine de titres maintenant, n'est pas déterminable comme fille ou garçon en français. Comment vous avez fait? Alors, mais c'est assez facile parce que j'ai pas beaucoup de texte, mais quand même, ça représente un exercice. Donc je pense qu'au niveau du roman, ça doit être... alors celui qui fait ça, je l'applaudirais des 10 mains. Mais... Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça n'a pas résisté à la traduction, parce que ces livres sont traduits dans plusieurs langues, et qu'il faut savoir qu'on ne nous demande pas notre avis. Et à part l'éditrice italienne que j'ai rencontrée à Bologne et qui m'a témoigné qu'elle avait cherché à savoir si c'était un garçon ou une fille, et que réalisant par sa bonne connaissance du français qu'on ne pouvait pas le déterminer, elle a choisi un prénom qui peut aussi en italien être attribué à un garçon ou une fille. Mais dans toutes les autres langues, dans leur ville, ils ont vraiment décidé que c'était un garçon. Alors, je suis interpellée par ça. Et une des choses que j'ai pensé dire à un moment, quand vous avez parlé des parents, je suis frappée par le fait que, effectivement, donc ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les parents qui viennent dans les salons du livre, qui connaissent Lou et qui ont une petite fille, disent elle. Et ceux qui ont un petit garçon disent il. Donc, c'est exactement ce que vous dites. Et ça ne peut pas rester neutre. Et les gens projettent un sexe sur l'enfant en fonction de celui auquel ils racontent l'histoire. Ce qui est magnifique. C'était ça que je voulais quelque part. Maintenant, ça dérange. En tous les cas, certains en traduction sont passés tout de suite en mode garçon. Et une chose, pour avoir échangé déjà plusieurs fois autour de ça, qui me frappe, c'est que les parents sont aussi concernés dans ce choix-là, parce que il semble avoir une plus grande liberté pour les parents de présenter un héros garçon à leur fille que l'inverse. Comme s'il y avait sans doute cette espèce de peur encore ancestrale, latente, de l'homosexualité mâle, enfin des hommes, qui n'est pas là, ou qui n'est pas aussi forte. Je crois qu'on voit ça dans les jouets aussi. Un garçon qui joue à la poupée dérange plus qu'une fille qui joue avec des canons. Donc on n'a pas... Il y a quelque chose qui dépasse uniquement le rapport à un héros dans une histoire. Alors, par contre, effectivement, donc moi, dans tous les cas, dans ces livres-là, avec ce petit personnage-là, ce sont une série de livres, j'ai des séries, c'est plusieurs livres qui explorent le quotidien d'un petit et sa relation au monde et à ceux qui s'occupent de lui. Donc, on est dans la réalité. Bon, vous évoquiez la nécessité d'être vraisemblable. Et moi, je pense que c'est vrai que j'ai la chance, quelque part, de m'adresser dans le travail que je fais en réunion des tout petits à une tranche de la population qui est peut-être celle où il y a le plus de modification des rôles hommes-femmes. Tous les gens qui travaillent en crèche vont vous le dire, en 10 ou 15 ans, la présence des papas a vraiment, vraiment, vraiment changé. Et c'est magnifique. Et donc, je me sens responsable. Vous parlez d'inconscient. Bien sûr, je suis bien placée pour savoir à quel point mon inconscient surgit malgré moi dans chacun de mes livres. Je me rends compte que quand un livre est terminé. Mais quand même, je me pose des vraies questions. Et par rapport à la présence des pères et des mères auprès des enfants, ces questions-là, je les pose consciemment et je ferai des choix conscients. Et le choix conscient que je fais d'ailleurs au départ tout à fait naturellement, parce que dans le premier livre,
quand j'ai fait mes premiers livres pour les tout petits, j'avais beaucoup d'enfants dans ma vie, et naturellement, je partageais avec le père de mes enfants une grande part des soins qu'on leur apportait, et ça m'a semblé normal de les faire exister. Mais bon, c'est quand même, je suis proactive par rapport à ça. Et je pense que c'est une vraie responsabilité que j'ai, et je la fais avec joie, parce que je pense que c'est pas innocent de lire tous les jours, parce que les petits-enfants se font raconter le même livre, parfois 10 fois par jour pendant plusieurs semaines d'affilée. C'est pas innocent d'avoir ce partage avec l'adulte qui va partager cette lecture avec lui, dans lequel il y a et papa et maman représentés auprès de lui au jour le jour. Et je m'arrange parfois même aussi pour qu'on ne puisse pas identifier non plus l'adulte qui est auprès de l'enfant. On voit juste une main, une jambe, hein, voilà, pour parler d'une présence, mais ne pas la sexuer. Voilà, merci. Merci. Anne Daflo, une réaction, ça c'est plutôt positif, on va dire, par rapport à l'évolution. Ah mais tout à fait, mais effectivement, comme Jeanne HB l'a dit elle-même, elle est réellement proactive par rapport à ça. Et je voudrais vraiment souligner qu'effectivement, c'est important pour l'enfant d'avoir, en termes de modèle, en termes d'individus placés autour de lui, la mère oui, mais le père aussi. C'est-à-dire que je pense que l'absence du père dans les albums illustrés pendant un certain temps, donc le père vraiment en tant qu'individu masculin mais proche du jeune enfant, c'est aussi quelque chose de problématique. Vous vous sentez plus concerné? Oui, non, vraiment oui. Ok, merci. On va devoir conclure. Peut-être un petit mot avant d'arrêter complètement l'intervention de Mme Lecomte, qui représente ici la ministre de la Culture. Madame Lecomte, on vous donne un micro. Bonjour. Voilà, pour vous dire que l'intérêt de ces débats dont nous étions convaincus à l'avance va permettre aussi de baser une poursuite de vos réflexions. Et très préoccupée par l'égalité des chances, la ministre Fadila Larnen a souhaité joindre aussi à cette préoccupation qu'elle a de développement et de mise en valeur de la littérature de jeunesse. Et donc, dans l'année qui vient, nous allons faire circuler une exposition qui sera certainement inspirée du travail que Anne Daflo-Novel et son équipe ont mis sur pied, exposition qui sera assortie d'animation et qui pourra être présentée dans les bibliothèques, dans les écoles, mais aussi dans les librairies. Ça répond à une de vos questions, parce que les libraires se sont montrés très intéressés par cette question, car ils font souvent l'objet d'interrogations de leur clientèle pour trouver un livre qui présente peut-être de manière plus précise, effectivement, les horizons égaux pour les filles et les garçons. Il y aura également des formations qui vont être proposées, mais aussi des sélections thématiques qui mettront l'accent sur des livres qui posent des questions si bien résumées par Jeanne HB. Ensuite, ce que nous souhaiterions faire, et ça c'est en nous basant aussi sur les expériences telles celles de la bibliothèque de Saint-Josse que le ministre Denis a évoqué, ou qu'on pourrait évoquer à la bibliothèque de Malmedy, dont il le met là dans le fond de la salle, on aimerait bien valoriser des expériences, des actions qui ont été faites en librairie, en bibliothèque ou dans l'enseignement, et qui ont développé une réflexion ou une action ou un travail de création sur cette question des genres, et surtout sur cette question de la valorisation des immenses possibles pour les hommes et les femmes, pour les filles et les garçons, en dehors des stéréotypes. C'est vraiment cela qui nous intéresse, et donc le programme vous sera communiqué notamment par l'administration de la communauté française et par les relais habituels. Voilà, on peut voir ça sur le site internet, j'imagine, de la communauté française. Merci. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Merci beaucoup, Anne Daflo-Novel et Daniel Grassi. Merci, bon après-midi. Bonjour.